Après avoir étudié les traces des grands maîtres de différentes époques, Robert Greene, l'auteur renommé de best-sellers tels que Power, les 48 lois du pouvoir, l'art de la séduction, Stratégie, les 33 lois de la guerre, les lois de la nature humaine, et bien d'autres, nous révèle dans son ouvrage Atteindre l'excellence, un processus en 6 étapes à suivre dans un ordre chronologique que les maîtres ont emprunté pour atteindre l'excellence. Dans cette masterclass, nous allons parcourir et découvrir l'essentiel de chaque chapitre du livre. À la fin de cette masterclass, vous saurez quel chemin emprunter pour devenir un maître. Préparez-vous à embarquer dans cette aventure vers l'excellence. C'est parti! Attention, la première étape vers l'excellence est la fondation sur laquelle se construisent toutes les autres étapes de notre parcours. Si vous maîtrisez ce chapitre, tout le reste se mettra en place. La première étape vers la maîtrise est toujours intérieure. Elle commence par la découverte de votre vocation. Votre vocation, c'est cette voie à l'intérieur de vous qui vous guide vers ce que vous êtes censé accomplir dans votre vie. Tous les maîtres de l'histoire avouent qu'ils ont ressenti cet appel de destin qui les a guidés dans la bonne direction. Cela peut paraître abstrait et loin d'être prouvé, mais on peut l'expliquer de la manière suivante. Chacun de vous est unique. Cette unicité est inscrite dans votre ADN. Votre clone génétique n'a jamais existé dans le passé et n'existera plus jamais dans le futur. Votre cerveau est câblé de manière unique. Si vous méditez un peu sur ce que je viens de vous dire, vous réaliserez que chacun de nous est scientifiquement un phénomène unique dans l'univers. Cette unicité se manifeste dès l'enfance. On est naturellement attiré par certaines choses, que ce soit la musique, un intérêt pour l'art, une passion pour les chiffres ou un amour pour un sport, peu importe cette chose. L'idée que votre cerveau se sente en harmonie et aime naturellement faire certaines choses plus que d'autres. C'est ce que Robert Greene appelle des penchants naturels. À cette période de votre vie, vous n'êtes pas encore influencé par les normes de la société. Donc cette voix intérieure est puissante et claire. Elle vous dirige naturellement vers ce qui suscite votre curiosité la plus profonde. Vous remarquez que lorsque vous pratiquez cette activité, les mots ne suffisent pas à l'expliquer. C'est préverbal. Vous sentez que vous avez du pouvoir, de la facilité. Et vous prenez du plaisir en faisant cette chose. Les maîtres entendent cette voix durant leur enfance. Bien que cette voix puisse s'estomper, elle revient sans cesse et les guide vers une direction particulière. Pour Albert Einstein, c'est à l'âge de 5 ans quand il a reçu une boussole de la part de son père. Il était fasciné par l'aiguille qui bougeait et par l'existence d'une force invisible qui agit sur le monde. Dès cet instant, il ne cessait de penser à ces forces invisibles. Pour Einstein, c'était moins la physique en tant que telle qui l'obsédait, mais plutôt le mystère des forces invisibles. Pour Léonard de Vinci, ce moment est survenu lorsqu'il était petit, quand il avait volé des feuilles de papier dans le bureau de son père pour dessiner des plantes et des animaux dans la forêt. Pour Steve Jobs, c'est à l'âge de 5 ans, en passant devant une vitrine de magazine, qu'il a été fasciné par les composants électroniques et leur design. The idea is that your brain has a natural inclination. Just look at it as kind of a going down a hill, and that your thoughts and ideas incline in that direction. They incline towards words, towards sounds and music, towards spatial organization, towards logical ordering things, towards moving your body, towards people. En grandissant, notre voix intérieure commence à s'estomper. On perd le contact avec qui on est pour s'intégrer au groupe. La voix de nos parents, de nos amis, nos professeurs et les angoisses du quotidien commencent à prendre le dessus. Tu ne dois pas faire ceci ou cela, ça ne paye pas bien. Bref, nous écoutons davantage la voix des autres que celle de notre conscience. On devient étranger à nous-mêmes. Plus tard, on se retrouve dans une carrière qui nous semble la plus sûre et la plus lucrative, mais dans laquelle on n'avait jamais l'intention de se lancer. Vers 30-35 ans, ça devient ennuyeux. Votre carrière n'a aucun rapport avec qui vous êtes. Vous comprenez que vous n'êtes pas amoureux du processus, mais vous n'y prêtez pas attention. Et vous essayez d'échapper à la réalité en cherchant votre épanouissement en dehors de votre travail. On vit uniquement pour les loisirs et les plaisirs immédiats. Vers 40-60 ans, cet écart se creuse de plus en plus entre votre travail et votre personnalité. Les loisirs ne suffisent plus. On devient frustré et dépressif, ce qui ne m'étonne pas personnellement. Si on passe les 3/4 de notre temps à travailler pour gagner de l'argent, il reste du temps à dépenser cet argent pour survivre et avoir quelques plaisirs par-ci par-là, on devient dépressif parce qu'on ne trouve pas un sens à sa vie. De plus, si on n'est pas en harmonie avec notre travail, on perd en créativité et en attention aux évolutions de notre domaine. On devient facilement remplaçable par quelqu'un de plus jeune, plus énergétique et moins cher. Vous devez et vous pouvez éviter cette fatalité. La clé est simple, trouvez votre vocation et suivez-la. Et ce,
peu importe votre âge. Ni moins, plutôt vous suivez le processus, mieux c'est. Pour Robert Greene, c'est la décision la plus importante de votre vie. Et c'est pour cela que c'est la première étape vers l'excellence. Alors, comment trouver votre vocation? Premièrement, reconnectez-vous avec vos passions naturelles. L'auteur nous invite à nous mettre loin de toutes les distractions et à plonger dans notre enfance, à creuser en quelque sorte à l'intérieur de nous-mêmes, à chercher ces moments où nous étions attirés par un objet ou des expériences qui nous ont marqués. Ces attirances peuvent être difficiles à verbaliser, car il s'agit surtout de sensations. Après avoir établi un lien avec vous-même, examinez votre parcours de carrière actuel ou celui que vous envisagez de suivre. Demandez-vous si vous aimez sincèrement ce que vous faites et si ce que vous envisagez de faire a un lien avec votre vocation. Vous devez voir votre carrière non comme une corvée ni comme une simple source de revenus, mais comme une expression de votre vocation. Si nous vivons le temps que l'on passe à travailler comme quelque chose à subir, toutes ces années représentent un gâchis tragique vu la brièveté de notre existence. Après avoir trouvé votre vocation, dans la plupart des cas, vous n'allez pas tout de suite trouver la niche idéale. Vous devez voir votre parcours professionnel comme une route pleine de virages, plutôt qu'une ligne droite. Soyez ouvert au changement de direction. L'auteur nous suggère de débuter par un poste en harmonie avec votre vocation et en continuant d'apprendre et de développer votre expertise, finalement, vous découvrirez le domaine ou la niche qui vous convient parfaitement. Par exemple, imaginez que dans votre enfance, vous aimez écrire et lire des bandes dessinées de science-fiction. Donc, ce qui vous attire naturellement est l'écriture et la lecture. Vous pourriez débuter comme journaliste, rédigeant des articles pour des journaux ou des magazines. Et en parallèle, durant votre temps libre, vous pourriez créer votre propre blog sur Internet où vous partagez votre passion pour la science, combinant ainsi votre intérêt pour la science et l'écriture. Petit à petit, vous trouverez un poste comme scénariste et après des années d'expérience en écriture et en connaissance en sciences, un jour vous aurez l'idée d'écrire un livre ou un film à succès et vous deviendrez un maître dans votre domaine. En bref, l'idée est que, une fois que vous avez trouvé votre vocation, dans la plupart des cas, notre œuvre de vie ne sera pas visible immédiatement. Elle se construit au fur et à mesure. On débute par une niche large qui a un lien avec notre vocation, puis petit à petit, vous vous développez et vous vous rapprochez de plus en plus de la combinaison parfaite. Et vous finirez par créer l'œuvre de votre vie. Maintenant que vous avez découvert votre vocation, passons à l'apprentissage. Spartiate, quel est votre métier? Robert Greene divise la phase d'apprentissage en 3 chapitres. Ceci est le premier chapitre dans la phase d'apprentissage. L'étape la plus difficile et la plus longue dans ce processus vers l'excellence est l'apprentissage. Cette phase dure en moyenne 10 000 heures de pratique intense, soit l'équivalent de 7 à 10 ans. Mais ce qui importe n'est pas seulement le nombre d'heures, mais aussi la qualité de ces heures. Mieux vaut consacrer 2 heures de concentration totale plutôt que de passer 8 heures distraitement. Vous vous demandez peut-être pourquoi 10 000 heures? Selon une étude qui a duré 20 ans menée par Malcolm Gladwell, il a été prouvé qu'après 10 000 heures de pratique et d'expérience dans un domaine, la structure du cerveau change, établissant de nouvelles connexions entre des zones non connectées auparavant. Et c'est plus ou moins la durée idéale pour maîtriser un domaine. Vous pensez sûrement que 10 000 heures de pratique, c'est énorme et ennuyeux. Mais en réalité, si vous suivez votre vocation, vous ne comptez pas chaque heure qui passe. Vous serez connecté émotionnellement et excité à l'idée de surmonter les obstacles et l'ennui. Les neurosciences ont prouvé que plus vous aimez ce que vous faites, plus vous apprenez vite. C'est pourquoi le premier chapitre est si important. Il n'y a pas de raccourci. Le fait de penser au raccourci est un obstacle. Tous les maîtres ont dû passer par cette phase tôt ou tard dans leur vie. Durant cette phase, ces maîtres ne se démarquaient pas vraiment des autres. On n'entend jamais parler d'eux. Ils restent inconnus. Mais en eux-mêmes, ils se développent discrètement. Beaucoup de personnes croient que les travaux des maîtres proviennent de leur talent inné. Albert Einstein n'est pas né avec la théorie de la relativité dans son cerveau. On a littéralement prouvé qu'il a passé les 10 000 heures de pratique intense. On ne nie pas écrivain, entrepreneur, scientifique. On le devient. Et comment on le devient? Tout simplement en passant par l'apprentissage. Il faut donc bannir cette idée de talent inné. Maintenant, il y a un bon apprentissage et un mauvais apprentissage qui nous fait perdre du temps. Robert Greene, après avoir étudié la vie des maîtres, a révélé qu'il existe un schéma répétitif et a défini une sorte d'apprentissage idéal à suivre. Tout d'abord, durant notre enfance, grâce à nos parents et professeurs, nous acquérons des compétences comme parler, écrire, calculer et réfléchir. Et nous apprenons surtout à travers les livres. Cette connaissance est théorique
et acquise de manière passive. Vers 18-25 ans, après les études, on entre dans la phase la plus critique de notre existence. Une deuxième éducation, sur le terrain cette fois-ci. On entre dans le monde impitoyable du travail, où chacun doit se débrouiller seul. À ce stade, on est encore naïf sur le plan relationnel, croyant que ce qui compte dans le monde du travail est de se faire remarquer et d'avoir des amis. Mais on sera vite confronté à la dure réalité de la vie. Durant cette phase autodidacte pour le succès futur, il est important de comprendre les 3 étapes de l'apprentissage. Avant de vous dévoiler les 3 étapes, Robert Greene souligne l'importance de choisir une carrière offrant les meilleures possibilités d'apprentissage. Pour lui, c'est beaucoup mieux qu'un poste lucratif qui ne présente que de faibles opportunités d'apprentissage. Gravez ceci dans votre esprit. Le but de l'apprentissage n'est pas l'argent ou une situation stable, mais la transformation de l'esprit et du caractère. Donc, oubliez l'argent dans cette phase. Vous êtes là uniquement pour apprendre. L'argent viendra plus tard. Prenons l'exemple d'Albert Einstein. À 21 ans, après ses études, classé parmi les derniers, il n'avait aucune chance d'obtenir un poste d'enseignant. Il voulait travailler sur certains problèmes de physique qui le hantaient depuis des années. Il devait se former seul, mais en attendant, il devait gagner sa vie. Son père lui propose un travail dans sa fabrique et un ami lui suggère un poste dans une compagnie d'assurance. Mais aucun de ses emplois n'allait lui laisser du temps libre pour la physique. Finalement, un autre ami lui parle d'un poste au bureau des brevets à Berne, où il serait chargé d'analyser la validité des demandes de brevets, dont beaucoup concernaient des aspects de la science qui l'intéressaient. Le salaire est bas, mais lui offre l'opportunité d'exercer ses compétences de raisonnement tout en lui laissant du temps pour ses recherches personnelles. Il accepte et grâce à ce travail, Einstein développe ses théories, aboutissant à la publication de sa première théorie de la relativité 4 ans plus tard, à l'âge de 26 ans. Cet exemple illustre l'importance de privilégier la qualité de l'apprentissage plutôt que l'argent. Si la majeure partie de l'apprentissage se fait pendant le temps libre, il faut choisir un emploi qui permet de survivre, qui correspond à vos intérêts et laisse du temps et de l'espace mental pour le travail personnel. Maintenant que vous avez choisi un poste alliant vocation et opportunité d'apprentissage, la première étape consiste à observer, ce que l'on appelle le mode passif. La pire erreur pendant les premiers mois est de croire qu'il faut attirer l'attention ou impressionner. Si vous devez impressionner, ce doit être par le sérieux de votre désir d'apprendre, plutôt que par une précipitation à atteindre le sommet. Considérez votre milieu de travail comme une jungle et vous-même comme un chasseur. Familiarisez-vous avec tous les détails de cette jungle et son écosystème. Gardez un profil bas et fondé dans le décor. Acceptez toutes les tâches, même les moins attrayantes. Tout ce que vous observez ou entendez doit être décodé. C'est ainsi que vous observez la réalité qui vous échappait au début. La deuxième étape est l'acquisition de connaissances, le mode pratique. Après l'observation, la meilleure façon d'apprendre est la pratique et la répétition. On apprend une langue en la parlant le plus possible et non en lisant des livres et en avalant des théories. Dans cette étape, commencez par une compétence que vous maîtrisez déjà qui servira de base à l'acquisition d'autres compétences. Concentrez-vous sur la maîtrise d'une compétence à la fois. Robert Greene dit que vous devez aimer la douleur et accepter la répétition et l'ennui. Trop de gens pensent que tout doit être agréable dans la vie. À force de répéter la même tâche, elle devient automatisée et vous aurez l'espace mental pour vous observer en la pratiquant. En suivant ce processus, répétition, automatisation, votre esprit s'habitue à ce processus et vous pourrez automatiser rapidement de nouvelles compétences. Votre apprentissage est achevé lorsque vous ressentez que vous n'avez plus rien à apprendre dans ce milieu. Il est alors temps de prendre un nouveau chemin pour continuer votre apprentissage et étendre le champ de vos compétences. Soit en cherchant un nouveau poste qui vous permettra d'acquérir plus de compétences, soit en lançant un projet qui vous poussera à acquérir plus de responsabilités. Dans tous les cas, plus tard, lorsque vous serez confronté à un changement de carrière ou au besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, vous le ferez avec aisance, car cela sera devenu pour vous une seconde nature. Vous aurez appris à apprendre. La troisième étape est l'expérimentation, le mode actif. Arrivé à cette étape, vous aurez acquis de nouvelles compétences et développé une confiance en vous. Maintenant, vous serez capable de prendre plus de responsabilités et d'expérimenter par vous-même. Cette fois-ci, vous allez créer au lieu de consommer. Beaucoup hésitent à sortir de leur zone de confort par peur. Je ne vais pas détailler plus que ça, il y a tout un chapitre pour cette étape plus tard dans cette vidéo. Vous vous demandez peut-être
Pourquoi un mentor est nécessaire? Robert Greene explique que la raison est simple. La vie est courte, les ressources à votre disposition en temps et en énergie sont limitées. Vos années les plus créatives se situent probablement entre 25 et 45 ans. Il n'y a pas de raccourci ou de moyen de réduire 10 ans de dur labeur en 3 ans. Mais avoir un bon mentor est le seul raccourci imaginable. Trouver quelqu'un d'expérimenté pour vous aider dans la bonne direction vous aidera à éviter de perdre beaucoup de temps en essayant des choses inefficaces. Lorsque nous tentons d'apprendre quelque chose par nous-mêmes, nous avons tendance à commettre des erreurs évitables et à gaspiller du temps et des ressources. C'est comme se retrouver pour la première fois dans une ville étrangère à la recherche de la gare. Vous pourriez partir dans tous les sens jusqu'à la trouver, mais demander à un local vous fera gagner du temps et des efforts. Un mentor peut vous éviter les erreurs qu'il a commises et qui lui ont coûté du temps. Sa connaissance, accumulée pendant des années, devient la vôtre. Il peut observer comment vous vous débrouillez et réagir en temps réel. Ces conseils sont adaptés à votre situation et à vos besoins. Ce qui vous aurait pris 10 ans seul, vous l'apprendrez en 5 ans si vous êtes bien encadré. Vous pouvez certes apprendre grâce à des livres, mais ils ne fournissent pas d'informations adaptées à votre situation et à votre cas particulier. Maintenant, vous allez vous demander comment trouver son mentor. Tout d'abord, vous devez commencer par développer de l'humilité. Assumez une situation provisoire de faiblesse que le mentor peut nous aider à surmonter. Admettez qu'il existe dans chaque domaine des gens qui en savent plus que vous. Leur supériorité ne découle pas de leur talent ni de leurs privilèges, mais de leur expérience. Pour trouver son mentor, comprenez que la plupart des maîtres manquent de temps, notamment pour traiter toutes les informations qui leur sont destinées. Si vous montrez une capacité à les aider efficacement, vous attirez leur attention et vous pourrez approfondir votre relation. Ce n'est pas grave s'ils vous confient un poste modeste. L'importance est de vous rendre indispensable et de servir leurs intérêts du mieux que vous pouvez pour renforcer le lien entre vous. Ne vous contentez jamais d'une relation virtuelle. Il y a des messages cachés que vous pouvez voir que dans le cadre d'échanges de personne à personne. Il est généralement préférable de n'avoir qu'un seul mentor à la fois. Si vous ne trouvez pas le mentor idéal du premier coup, trouvez plusieurs mentors. Et chacun de ces mentors comblera un vide stratégique dans vos connaissances. Au fur et à mesure que la relation se développe, vous pourrez petit à petit utiliser leur créativité et leurs années de savoir pour enrichir votre expérience et développer vos projets. Leurs armes deviendront les vôtres. Mais attention, un mentor est un humain avec ses forces et ses faiblesses. Les meilleurs vous permettront de développer votre style personnel et vous rendront votre liberté au bon moment. Mais ils sont rares et il arrive souvent qu'un mentor devienne un obstacle. Ils dépendent trop de vos services et ne vous laisseront pas voler de vos propres ailes. Soyez conscient du moment où cela se produit. Essayez d'obtenir tout ce qu'il peut vous offrir, mais ne le laissez pas vous exploiter trop longtemps. Votre soumission à son autorité n'est pas définitive. Rappelez-vous que votre but depuis le début est de trouver le chemin de votre indépendance. Friedrich Nietzsche disait « On paye mal un maître en ne restant qu'un élève ». De toute façon, vous aurez sans doute plusieurs mentors successifs. À chaque étape de votre vie, trouvez les mentors qu'il vous faut, tirez le meilleur parti de ce qu'ils ont à offrir, puis détachez-vous sans regret. Ne vous inquiétez pas, c'est le chemin que vos propres mentors ont emprunté. Si pour une raison ou une autre vous ne trouvez pas de mentor, Robert Greene dit qu'un personnage du passé ou du présent peut également servir de modèle. Avec de la recherche et de l'imagination, vous pouvez rendre leur présence vivante à vos côtés. Demandez-vous: que ferait cette personne à ma place? Certains livres peuvent aussi tenir lieu de mentor. Analysez ce qu'ils écrivent et donnez vie à leurs écrits. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je fais dans cette chaîne. Je vous fais économiser du temps, de l'énergie et de l'argent en expliquant des livres de développement personnel, de marketing, la psychologie humaine, etc. Le tout expliqué de manière simple et engageante. Vous n'avez pas besoin d'acheter certaines formations pourries avec des slides remplis de textes et présentés par un formateur ennuyeux. Bref, passons au chapitre suivant. Vous pouvez être brillant dans ce que vous faites, vous pouvez même être le meilleur, mais si vous ne comprenez pas les gens, cela n'aura pas d'importance. Les gens, pour
portent un masque. Ils manipulent, entrent en concurrence et pensent d'abord à eux-mêmes. Ne soyez pas naïfs. Évitez de vous fier à la première impression que vous donnent les gens. Les gens ne révèlent pas qui ils sont réellement. Ils se forgent un personnage qu'ils utilisent en public et qui leur sert d'armure pour se protéger. Vous aurez tendance à confondre le masque et la réalité. Par exemple, quelqu'un que vous jugez très puissant peut simplement cacher ses peurs et avoir moins de pouvoir que ce que vous l'imaginez. Voyez le monde comme une scène de théâtre. L'intelligence relationnelle est la capacité de voir les gens tels qu'ils sont et non tels qu'on voudrait qu'ils soient. Il est impossible de changer les gens. Il faut juste éviter d'être leur victime et développer une capacité à les comprendre et, si nécessaire, à influencer leur comportement. Cela ne peut pas se produire si nous sommes obsédés par nous-mêmes. Lorsque vous interagissez avec les gens, prêtez moins d'attention aux mots qu'ils disent et plus au ton de leur voix, à leur regard, à leur langage corporel. Décryptez les signaux qui ne s'expriment pas verbalement et démasquer toute tentative de manipulation. Soyez attentifs quand ils sont énervés et émotifs, car ils révèlent beaucoup sur eux-mêmes. Maintenant, voici quelques conseils en or de Robert Greene que vous devez comprendre et graver dans votre esprit. Premièrement, il est dans notre nature de nous comparer aux autres en termes d'argent, de beauté, d'intelligence, de popularité, etc. Si quelqu'un réussit mieux que nous, cela suscite de la jalousie. Quand l'envie nous dévore, la seule façon de nous soulager est de ruiner celui qui est l'objet de cette émotion. L'envieux refuse d'admettre qu'il est jaloux, c'est pourquoi ce vice est très difficile à identifier. Mais il y a des indices qui ne trompent pas. Les gens qui se montrent les plus amicaux dès vos premières rencontres sont souvent des envieux qui se rapprochent de vous pour vous faire du mal. Quand on a affaire à des personnes qui manquent de confiance en elles, il faut s'intéresser à leur travail et même leur demander conseil pour diminuer leur jalousie. On doit faire preuve de faiblesse pour ne pas apparaître trop parfait devant eux. Le deuxième conseil en or consiste à éviter les paresseux. Chacun a tendance à vouloir réaliser ses objectifs de la façon la plus facile et la plus rapide. Les paresseux sont à la recherche de raccourcis. Si vous dévoilez vos plans et vous n'êtes pas capable de vous taire, ils volent vos meilleures idées et se les approprient. Ils économisent l'effort de recherche qu'elles vous ont coûté. Gardez vos idées pour vous pour que l'on ne puisse vous les voler. Méfiez-vous en général des gens qui veulent collaborer avec vous. Ils ne cherchent souvent qu'à vous exploiter. Le troisième conseil en or consiste à ne pas afficher votre différence de façon trop visible. Lorsque des personnes s'organisent en groupe, une culture se crée. Les personnes différentes les mettent mal à l'aise. Fondez dans le décor et faites semblant d'être en accord avec eux. Le quatrième conseil en or est de comprendre qu'il est normal de penser d'abord à soi. Mais lorsque vous demandez un service, offrez quelque chose en retour. Donnez pour recevoir, créez un sentiment de réciprocité. Aidez les gens et ils se sentiront obligés de vous aider en retour sans que vous ayez à le demander. Si la psychologie humaine vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une masterclass sur les lois de la nature humaine. Et aussi une série sur le fameux livre Power, les 48 lois du pouvoir, où j'expliquerai chaque loi en profondeur. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et passons au chapitre suivant. Une fois que vous avez appris les compétences nécessaires, vous êtes maintenant capable de prendre toutes ces compétences que vous avez cumulées au fil du temps et de créer l'œuvre de votre vie, quelque chose de créatif. Lancer votre start-up, écrire un livre, sortir votre album, bref, quelque chose qui a un lien avec votre vocation. Beaucoup de gens hésitent à sortir de leur zone de confort, ce qui tue leur créativité. Ils restent enfermés dans cette phase d'apprentissage et par peur n'osent pas passer à l'étape supérieure. Nous possédons tous cette force créatrice qui ne demande qu'à être activée. L'esprit de l'homme est naturellement créatif. Il cherche en permanence à faire des associations et des connexions entre les choses et les idées. Lorsque nous étions enfants, nous étions tous des libres penseurs. Nous nous intéressons à tout, notre esprit était totalement ouvert. On considérait que tout est possible, on posait plein de questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Robert Greene appelle ceci l'esprit original. Cet esprit se branche de manière directe au monde, jamais à travers un paradigme préinstallé. On était souple et réceptif à toute nouvelle information. En grandissant, l'esprit original se transforme en esprit conventionnel. Nous voyons désormais le monde à travers des opinions toutes faites, sans jamais remettre en question nos croyances, car cela demande des efforts et nous rend mal à l'aise. Les maîtres sont ceux qui conservent une grande partie de leur esprit d'enfance. Ils peuvent avoir une connaissance approfondie d'un sujet, mais leur esprit reste ouvert. Ils parviennent à concilier discipline et esprit enfantin.
ce que Robert Greene appelle l'esprit redimensionné. Cet esprit se disperse dans tous les sens et permet un contact approfondi avec la réalité. Il transforme tout ce qu'il digère en quelque chose d'original. Il crée au lieu de consommer. Maintenant, pour créer votre tâche créative, celle-ci doit puiser ses racines au tréfonds de votre personnalité. Elle doit être réaliste et vous devez avoir les compétences nécessaires. Si ce n'est pas le cas, soit le résultat manquera d'âme et le public s'en apercevra, soit vous abandonnerez car les efforts créatifs sont par nature risqués. Vous devez renoncer à tout espoir de confort et de sécurité car cela exige du temps, des efforts et souvent des années d'essais et d'échecs. Une fois votre tâche créative choisie, vous devez penser en dehors de la boîte. Par nature, nous préférons cultiver les mêmes façons de réfléchir car cela nous épargne de faire plus d'efforts. Ne soyez pas accrochés à des idées. Nous détestons l'inconnu et pour combler l'inconnu, nous préférons avoir plein de fausses idées qui nous donnent une impression de certitude. Soyez ouverts d'esprit et soyez prêts à voir vos idées les plus chères contredites par la réalité. Ne cessez jamais d'apprendre et de poser des questions. Vous devez aussi avoir un petit carnet avec vous car les idées les plus brillantes vous viennent souvent à l'esprit quand vous n'êtes pas concentré directement sur le problème, mais dans des moments imprévus, comme lorsque vous prenez une douche ou lorsque vous êtes sur le point de vous endormir. En bref, pour résumer ce chapitre, une fois que nous avons acquis certaines compétences dans un domaine, nous avons tendance à nous accrocher à ce que nous avons déjà appris et à ne pas remettre en question certains aspects de la vie. En conséquence, nous cessons de nous poser des questions et restons coincés dans une routine de pensée. L'esprit créatif, en revanche, est un esprit flexible qui ne cesse jamais de penser de manière différente. Cet esprit ne se contente pas de réponses toutes faites. Il explore, interroge et innove. C'est cet esprit créatif et flexible qui permet de redimensionner notre vision du monde, de briser les codes conventionnels et de découvrir des voies inexplorées. Dans l'histoire, tous les maîtres, quel que soit leur domaine, ont ressenti une force, un pouvoir. Une sensation étrange d'avoir soudainement acquis des capacités intellectuelles décuplées. Dans le cerveau d'un maître, toutes les connexions possibles entre différentes formes de connaissances s'établissent. Il saisit en un éclair l'entièreté d'une situation, expérimentant ainsi ce qui signifie véritablement la puissance de l'intuition. Après des années et des années d'apprentissage intensif dans un domaine spécifique, une transformation remarquable se produit dans votre cerveau. De nouvelles connexions neuronales se forment, modifiant physiquement la structure cérébrale. Cela signifie que lorsque vous atteignez cette étape, les idées jaillissent spontanément. Vous prenez des décisions justes et rapides. Vous savez instinctivement quel chemin emprunter et ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Si vous êtes entrepreneur, des idées de business innovantes vous reviendront comme par magie et vous aurez l'intuition de prendre la bonne direction. Si vous êtes musicien, votre instrument fera partie de votre corps. Si vous êtes sportif, vos gestes et mouvements seront précis et fluides. Si vous êtes chanteur, les paroles et les mélodies surgissent de votre esprit sans effort. Si vous êtes écrivain ou scénariste, votre imagination débordera d'idées pour de nouveaux livres et histoires captivantes. En résumé, après des années de pratique intense, vous développez une intuition qui vous permettra d'aller encore plus loin dans votre domaine. Vous deviendrez un maître et c'est à ce moment-là que le monde vous récompensera. Et ainsi, vous atteindrez l'excellence. Avant de résumer brièvement ce livre, sachez que vous pouvez télécharger le résumé complet via le lien dans la description. Il y a 5 grandes phases pour atteindre l'excellence. Premièrement, vous devez trouver ce qui vous attire naturellement. Et c'est très important car c'est la fondation de toutes les autres phases. C'est la décision la plus importante de votre vie. La deuxième phase est la phase d'apprentissage. Durant cette phase, vous devez acquérir des compétences en rapport avec votre vocation, ce qui dure plus ou moins 10 000 heures de pratique intense. Cette phase exige d'avoir un mentor, quelqu'un qui vous guide dans la bonne direction pour ne pas perdre du temps. Et vous devez vous concentrer uniquement sur l'apprentissage et non sur l'argent. La troisième phase consiste à apprendre l'intelligence relationnelle. Vous devez comprendre ce qui motive les gens pour mieux interagir avec eux et ne pas être leur victime. La quatrième phase consiste à avoir un esprit créatif, à sortir de la phase d'apprentissage et penser en dehors de la boîte et de créer de nouvelles choses. Ces 4 phases vous mèneront à la 5e et dernière phase où vous développerez une intuition. Vous arriverez à un stade où votre cerveau est câblé de manière à ce que vous deveniez un maître
dans votre domaine et atteignez l'excellence.